Ici en direct depuis la foire de Montpellier, c'est la petite leçon d'œnologie, petite que dis-je, la grande leçon d'œnologie avec le grand Dominique Laporte comme chaque soir à 18 h. Alors sur le plateau avec nous Christophe, Catherine et Clémence. Et vous allez donc participer à cet atelier œnologique. Et ce soir, Dominique, bonsoir, tout va bien? Tout va bien, bonsoir. Que va-t-on déguster sur l'atelier? Alors on va avoir une orientation de dégustation marquée sur les cépages, puisqu'on a quand même des beaux cépages dans la région. Donc on va commencer avec un Picpoul, le fameux Picpoul de Pinet bien sûr. On va goûter un Cinsault, donc un cépage un petit peu décrié dans la région, mais qui donne de bons résultats, donc produit dans l'Aude. On aura un assemblage justement de différents cépages, en l'occurrence 2 cépages principaux produits dans le Gard, et on terminera par un pur Grenache produit dans les Pyrénées-Orientales. Je souhaite bonne chance. 4 dégustations à venir. C'est bien des dégustations, on est d'accord. Ouais. Allez, Dominique Laporte vous explique tout ça. On est là ensemble pendant combien de temps? 30 minutes. Allez, 30 minutes. Vous allez vous régaler. À tout à l'heure. Alors donc on va commencer par ce premier vin déjà qui est un vin blanc avec un cépage très classique et habituel de notre région qui s'appelle le Picpoul. Déjà je vais vous le servir comme ça, vous allez pouvoir en profiter dès le début. Il faut savoir que dans la région on n'a pas vocation à avoir fait des cépages blancs, hormis maintenant où on en fait beaucoup, mais c'est vrai que la climatologie de la région fait qu'on est quand même d'une région très appropriée pour faire des vins rouges de qualité. Les vins blancs, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a tellement de soleil que quelque part, on arrive à des maturités tellement fortes que du coup, nous avons des raisins qui vont être un peu lourds, un petit peu suroxydés, surtout par les techniques qu'on avait habituellement. Maintenant, les techniques modernes, vous avez certainement vu dans les vignobles, où on cultive en fait les raisins, on les maintient dans des cuves au froid. Et ce qui va être très intéressant pour la qualité des raisins, puisque ça va vous permettre une fermentation à basse température et pouvoir capturer des arômes de fraîcheur, de finesse, de délicatesse, alors que si on les avait à une température très élevée au cours de la fermentation, nous aurions une dégustation et une partie aromatique qui serait vraiment très marquée sur la surextraction, les fruits confits, ça serait un petit peu lourd. Donc déjà, la particularité, donc le Picpoul, comme vous le savez, c'est un des très rares vins blancs donc, de la région à avoir une histoire très très ancienne. Et pourquoi ce Picpoul a une histoire et pourquoi il a donné de bons résultats dans la région? Parce que c'est un cépage qui, sur les qualités organoleptiques en fait, de sa constitution, a énormément d'acidité naturelle contenue dans ce cépage. Alors le cépage, c'est la variété de raisin que l'on utilise, qui s'appelle Picpoul. Alors ce fameux Picpoul, ou Picquepoul, puisqu'il y a plusieurs écritures, contient une particulière donc, acidité, mais surtout elle est cultivée, donc ces cépages sont cultivés notamment sur le bassin de Thau. Et en fait, la particularité aussi du bassin de Thau, c'est les entrées maritimes, donc cette partie un petit peu plus fraîche, qui permet aux raisins d'avoir une température plus basse la nuit et de ne pouvoir justement pas trop surmûrir la nuit. Contrairement à d'autres endroits dans la région où on va avoir des galets roulés qui vont accumuler la chaleur et faire que les raisins vont être surmûris par la suite et un petit peu excessifs en goût et un peu excessifs en alcool aussi, ce qui n'est pas la finalité, il faut toujours avoir de l'équilibre. Donc ce Picpoul, la particularité aussi va être notamment liée au sol, puisque le sol est un sol marqué par les coquillages, marqué par toutes ces fossilisations en fait, liées au retrait de la mer. Et on va avoir justement une particularité d'avoir cette minéralité, ce côté mollusque, ce côté coquillage, qui va aussi apporter de l'acidité. Donc le Picpoul a une très grande raison d'être dans notre région, c'est qu'il apportait beaucoup d'élégance et de fraîcheur, contrairement à d'autres cépages que nous avons maintenant dans l'utilisation de nos vins, comme par exemple le chardonnay, comme par exemple le viognier, qui sont des cépages qui, eux, n'étaient pas forcément de la région à la base, mais maintenant, grâce aux techniques modernes, on arrive à faire aussi de belles choses. Alors vous voyez, on est sur des vins déjà d'une couleur assez dorée. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a une couleur qui n'est pas très prononcée, mais cela dit qu'il y a déjà une belle dorure. On a forcément pas mal de soleil, donc c'est un cépage qui va accumuler un petit peu de matière colorante grâce à la bonne maturité du raisin. C'est exactement le même lien que lorsque vous récoltez des tomates vertes ou des tomates rouges. La seule différence entre les deux, c'est le stade de maturité. Si on récolte un raisin trop tôt, il aura une couleur plutôt pâle. Et si on attend un peu plus longtemps, il sera un petit peu plus coloré, voire même un tout petit peu plus orangé, par exemple, quand ce sont des vins issus de vendanges tardives. Donc là, on voit que le vin est relativement jeune encore. On est sur un millésime 2013. Donc on a quelques petites touches dans la couleur. On voit des petites nuances de vert. Ça, c'est synonyme vraiment de jeunesse. Et d'autant plus, quand un vin contient comme ça pas mal d'acidité, on aura forcément une couleur qui va être vraiment jaune, doré par rapport à la maturité, mais quelques reflets verts qui vont être synonymes justement d'une bonne acidité, d'une bonne jeunesse dans le vin. Et ça veut dire qu'on pourra le garder pas mal de temps aussi. Et vous pouvez voir aussi qu'à la surface, on a énormément de brillance. Et cette brillance, cette luminosité, elle est liée aussi à l'acidité naturelle que contiendra le raisin. Plus il y a d'acidité, plus le vin brille.
Si un vin, par contre, vient à ne pas briller du tout, on peut se dire qu'il est peut-être trop vieux ou qu'il a une maladie quelque part et que donc il est un petit peu plus sensible à la dégustation. Il faudra faire attention. Alors, au-delà de ça, bon, on en a parlé lors de nos précédents cours de dégustation. Vous avez vu qu'il y a des personnes qui font tourner comme ça le vin dans le verre et on regarde ensuite ruisseler ce qu'on appelle des larmes ou des jambes. Et la particularité, c'est qu'on a souvent des grandes théories, des grandes conclusions par les consommateurs pour nous dire ces jambes, ces larmes, ça veut dire que le raisin contient X % d'alcool ou tant de sucre, mais c'est très difficile techniquement, rien qu'à la vue, de pouvoir en tirer une conclusion scientifique, une conclusion fiable. Surtout que ce que j'expliquais précédemment, c'est que le comportement de la larme ou des larmes va être modifié en fonction de la propreté du verre, la température ambiante, la température du vin aussi, la pression atmosphérique, la forme du verre et la qualité du verre. Donc quelque part, on n'a jamais les mêmes points d'égalité lorsqu'on va vouloir contrôler et comparer des vins. Donc c'est très difficile de s'aventurer là-dessus. Donc en dégustation, nous, lorsqu'on a des commentaires à faire sur des vins, on va juste juger donc, du comportement. Là, en l'occurrence, on voit que ce sont des larmes fines, moyennement espacées et relativement lentes. Je ne sais pas si vous voyez le comportement. Vous voyez, elles descendent très lentement. Elles sont assez moyennement espacées et très longues à se former par contre. Après, elles sont relativement fines après en s'écoulant pas mal. Alors c'est vrai qu'en voyant ça, on ne va pas dire c'est un Picpoul ou c'est un Chardonnay ou c'est un autre cépage. Donc là, en l'occurrence, on sait ce que c'est un comportement classique au niveau de la couleur et au niveau du visuel classique pour un Picpoul. Alors maintenant, on va profiter bien sûr d'une chose importante dans la dégustation, c'est le nez. Donc la partie la plus importante va être la gamme aromatique. Et pour ça, je vous invite à le sentir. Donc on incline légèrement le verre et on va sentir dans le haut du verre. Et ensuite, on va essayer de rentrer son nez un peu plus bas dans le verre. On aura des arômes différents en haut et en bas. Alors, je pense que vous avez dû ressentir une petite différence entre le haut du verre et entre le bas du verre, certainement. Oui? Moins fort en haut et plus fort en bas, exactement. Pour une raison simple, c'est que en haut, vous allez sentir les arômes les plus légers, les plus fins, les plus distingués. Alors qu'en rentrant en profondeur, vous aurez des arômes plus lourds, plus marqués par l'alcool aussi, donc un petit peu plus tenaces et plus surmûris aussi. C'est l'impression qu'on va ressentir. Alors maintenant, vous allez faire la même chose, mais en donnant une petite rotation au verre, comme ceci. Donc on va faire tourner le vin dans le verre. Du coup, on va faire rentrer de l'oxygène, on va éclater les molécules aromatiques et on va avoir un vin beaucoup plus aromatique. Ça n'a plus rien à voir. On a l'impression qu'on a un booster d'arômes, ça l'aère complètement, vous avez raison. Alors autant sur les premiers arômes, sans l'agiter, on avait un vin qui était plutôt sur le caractère floral, avec beaucoup de délicatesse, de finesse, des petites touches légèrement agrumes, alors que là, on est plus sur le côté écorce d'agrumes. On a vraiment plutôt le côté plus confit, un peu plus de fruits blancs aussi. Et on a perdu ce caractère floral, mais on perçoit quand même toujours une petite note légèrement végétale, un tout petit peu iodée aussi, qui est caractéristique des Picpoul de Pinet. Alors après, si on va vers un stade d'oxydation trop forte, on va aller jusqu'au seuil de rupture aromatique du vin, et quelque part, ça va nous montrer que le vin, au bout de quelques années, ben malheureusement, comme tous les vins, va s'effondrer. Donc on sait à peu près jusqu'où on peut aller en termes d'oxydation. Et après, avec une certaine habitude, on sait qu'on va pouvoir le garder 2 ans, 3 ans, 10 ans, voire plus. Voilà, donc la partie aromatique déjà. Bien sûr, ce qu'on va juger, c'est d'abord si on aime ou si on n'aime pas. C'est la finalité quand même lors de la dégustation. Donc là, est-ce que vous aimez ce type d'arôme? Oui? Oui? C'est vrai que c'est assez fin, assez convivial. Et là, c'est la bonne heure. À 18 h, en guise d'apéritif, c'est parfait. C'est un peu le principe, si vous voulez, du Picpoul généralement. Donc maintenant, on va le déguster et vous allez voir le comportement que le vin va avoir en bouche. Vous allez avoir d'abord une pointe de suavité, de rondeur qui va recouvrir le palais. Ça, c'est l'effet du moelleux, c'est-à-dire l'alcool et la sucrosité naturelle du raisin, qui va laisser place très rapidement à une touche un petit peu tonique et acidulée, donc liée à l'acidité, bien sûr, qui va rafraîchir le palais et qui va faire ressortir des arômes. Et derrière, on va avoir dans un troisième temps un tout petit peu d'amertume qui va arriver. Donc on va le déguster, on va voir un petit peu ce qui se passe. Juste pour information, que l'on avale ou que l'on recrache, il n'y a aucune différence, on aura les mêmes perceptions. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr, il ne faut pas abuser non plus, et que quand on déguste beaucoup de vin, il ne faut pas hésiter à recracher aussi, et à boire avec modération. Donc vous avez vu, j'ai pris un petit peu d'air aussi en dégustant, juste pour pouvoir développer aussi, pareil que ce qu'on a fait au nez, développer les arômes. J'ai fait tourner en bouche aussi pour pouvoir en mettre sur toute la langue, pour que chaque capteur sur la langue puisse ressentir le moelleux, l'acidité, l'amertume qui composent en fait le vin. Est-ce que vous avez ressenti ces 3 éléments? Donc moelleux, acidité et amertume ou pas? Oui? Plus l'acidité. Est-ce que vous avez senti vous aussi plus l'acidité? Alors, le moelleux?
Le moelleux. Alors c'est vrai qu'il y a une acidité très marquée quand même, et le moelleux il est souvent lié à l'alcool naturel du vin, c'est-à-dire aux alentours de 12-13 degrés, qui est une maturité tout à fait normale pour un vin. Alors là on sent bien quand même que c'est un vin qui a plutôt cette notion d'acidité dominante, donc c'est plutôt un vin d'apéritif, de coquillage, vous voyez, on a envie de le consommer d'une façon très simple, et surtout avec des produits de la mer par exemple. Quand on goûte ça, on ne se dit pas je vais prendre une viande rouge. Ce n'est pas l'intention, ce n'est pas ce qu'on ressent. Alors justement, je vais vous montrer une petite technique aussi pour savoir en gros vers quel type de plat ou quel moment le servir. Donc ça va être par rapport à ce qu'on appelle, alors ça paraît barbare et technique, c'est la persistance aromatique intense qui se mesure en caudalie. Alors vous allez me dire, les caudalies, moi je n'ai pas cette unité de mesure, mais il s'avère qu'en fait, une caudalie égale 1 seconde. Donc en fait, quand on l'a goûté le vin, quand il était en bouche, on avait un certain niveau de moelleux, un certain niveau d'acidité, un certain niveau d'amer qui compose l'équilibre d'un vin. Et par contre, lorsqu'on l'avale ou qu'on recrache, on va avoir un changement, mais qui ne va arriver qu'au bout de 2, 3, 4, 5, 10 secondes. Donc on compte au rythme des secondes, et lorsqu'on a un changement, que ce soit en positif ou en négatif, on va arrêter de compter. Et ça nous donnera la persistance aromatique intense. Alors si vous voulez bien, on va le faire ensemble. On va prendre une petite gorgée. Vous allez faire tourner dans la bouche, donc comme moi, pour faire rentrer un petit peu d'air. Et quand je vous ferai comme ça, on avalera la gorgée ou on la recrache. Et on verra ce qui se passe. Là, on se concentre sur ce qui se passe. Vous voyez, là, on sent qu'il y a eu une baisse, et ensuite, on sent l'acidité qui devient plus agressive au bout de 5 secondes. Alors qu'avant, il était parfaitement homogène, parfaitement équilibré. Et ce petit changement donne la fin de la persistance aromatique, donc à peu près 5 secondes. Donc maintenant, vous pourrez dire, au cours d'un repas, la persistance aromatique de ce vin, c'est environ 5 caudalies. Alors là, vous allez me dire, avec ça, maintenant, on n'est pas plus avancé quand même. C'est un peu la problématique. La particularité, si vous voulez, c'est que ça va donner un petit peu le profil du vin et en gros son échelle sociale, à savoir que c'est un vin à boire facilement, un vin à garder, un vin à servir avec des plats plus nobles. Ça va nous donner un peu cette vocation de comment le servir et à quel moment. Alors il est vrai que les Picpoul de Pinet, généralement, ce sont des vins à boire facilement, à l'apéritif ou avec des coquillages. Donc on n'a pas une longueur très grande. Généralement, c'est 3-5 secondes, pas plus. Et du coup, on n'a pas forcément envie de le garder énormément, mais on va le servir, par contre, avec des mets simples, dans une ambiance simple. C'est vrai que manger des coquillages à midi avec des amis comme ça, c'est très convivial. Par contre, on voit très bien que ce type de vin, on ne va pas le servir avec du homard, on ne va pas le servir avec des plats très riches. On ne va pas chercher des plats mijotés non plus. Parce que cette acidité, ce vin qui est sur la finesse, sur la légèreté, ne va pas forcément être fait pour ce type de préparation. Donc voilà un peu comment on peut composer au niveau des accords mets et vins. Je ne sais pas, vous aviez envie de le consommer avec quel type de plat quand vous avez goûté ça? Monsieur? Ce qui vous est venu lorsque vous le goûtez, vous avez peut-être eu tout de suite un flash de dire « Ah là, je mangerais bien tel type de plat ». Une salade de fruits de mer. Oui, tout à fait, c'est vrai que ça correspond bien parce que la salade avec l'huile, le côté un peu vinaigré et les fruits de mer, roquette, oui, l'amertume. Et du coup, ça fait ressortir cette fraîcheur, le caractère citronné. En fait, le vin va apporter le caractère citronné à la salade, notamment de coquillage. Madame, une envie peut-être là-dessus? Des coquilles Saint-Jacques. Toutes simples, sans préparation, sans crème, sans rien. Alors oui, parce que c'est vrai qu'on a besoin d'un petit peu d'acidité aussi pour relever la Saint-Jacques. Et en même temps, il y a un peu de moelleux, un peu de rondeur, tout comme l'impression en bouche que l'on a quand on mange des Saint-Jacques. C'est-à-dire qu'il y a un tout petit peu de résistance. Et en même temps, ça reste tendre aussi. Un peu comme le vin. Le comportement du vin est souvent lié aussi au mets qu'on va pouvoir associer avec. Une idée, par exemple, de repas aussi, de préparation? Des abricots ou des pêches. Alors pourquoi pas, mais peut-être cuit, voilà exactement, ou alors préparé dans une salade aussi. On peut faire un sucré salé ou une préparation, par exemple un ceviche de poisson, un carpaccio, vous voyez, de poisson, avec un petit peu d'agrumes ou un petit peu d'abricots ou de pêche pour apporter une note un petit peu aromatique. C'est vrai que vu le parfum et le fruit qu'on a là-dedans, ça invite aussi à un peu plus de fruits. Alors on va goûter maintenant un vin rouge, donc on va vider nos verres et goûter donc le premier vin rouge. Donc là, nous allons changer de département. Nous partons de l'Hérault pour aller donc, dans le département de l'Aude avec un Cinsault, domaine donc, les Dogars, pardon, les Brunelles, millésime 2012. Alors c'est un cépage, donc... non, on va garder le même. Enfin, oui. Comme ça, il est à bonne température. Ça permet comme ça de l'avoir à la bonne température. Et vous savez que lorsqu'on a un verre neuf qui sort d'un carton ou autre, parfois il peut y avoir une odeur de renfermé liée au carton. Donc il vaut mieux un verre légèrement aviné, c'est toujours préférable. Et surtout, il faut éviter de le rincer avec de l'eau.
parce qu'en fait, on va diluer le vin derrière. Donc, vous voyez, comme ça, c'est pas mal. Par contre, c'est vrai que si on a eu un vin rouge et qu'on veut goûter un vin blanc, là, il est préférable de le rincer un peu, mais de le rincer avec un petit peu de vin blanc. Comme ça, vous allez aviner le verre. Et du coup, votre vin, toujours avec le vin. Exactement. Comme ça, votre verre est plus réceptif quelque part, et on n'aura pas des odeurs éventuellement polluantes qu'on peut avoir d'un carton, d'un placard, une odeur de torchon. Donc, il est mieux de le rincer avec un peu de vin. Alors, c'est vrai que vous allez dans certains pays comme en Italie, ils vont vous faire tout un cérémonial où en fait, ils vont prendre par exemple du vin comme ceci. Ils vont vous servir un petit peu de vin de votre bouteille que vous venez juste de payer quand même. Et ils vont donc faire tourner comme ça dans le verre pour aviner. Et après, ils vont le vider. Et là, ils vont vous servir après le vin. Donc c'est sûr que bon, ça a un coût supplémentaire. Voilà, alors on fait avec le même vin, on va aviner les verres de toute la table, bien sûr quand même. Alors là, vous voyez déjà, au niveau couleur, donc on est sur un vin qui a une couleur, bien sûr pour le vin rouge, forcément on aura une couleur rouge. Mais quel type de rouge ? Est-ce qu'on est plutôt sur un rouge grenat, un rouge pourpre, un rouge rubis? Rubis. Ah, pourtant, les dames connaissent bien la couleur du rubis généralement. Je ne parle pas du rugby, mais du rubis. Pourquoi? Parce que généralement, le rubis, c'est une couleur rouge plutôt tirant vers le rose. C'est un rouge très pâle. Est-ce que vous le trouvez très pâle? Non. Alors, on peut aller sur un rubis très foncé. Moi, je dirais plutôt qu'on est sur un grenat clair. On peut lui donner des nuances un peu rosées, peut-être, nuances un petit peu rubis. Ça peut être la vocation, sachant que personne n'a la même notion de la couleur. Même les peintres, vous savez, les fabricants de peinture pour les peintres, ne sont pas d'accord au niveau des couleurs. Si vous prenez le rouge carmin chez l'un et le rouge carmin chez l'autre, ce n'est pas la même teinte. Donc là-dessus, il vaut mieux toujours donner les nuances de couleur de ce que l'on voit, parce qu'on a toujours quelques variations, sachant que la couleur se fait par transparence, avec des reflets. Donc ce n'est pas évident d'avoir une couleur uniforme. Autant en rouge, on sait ce que c'est, bleu, on sait ce que c'est, mais dans un vin, il y a tellement de variations que ce n'est pas évident. En plus, nous les hommes, ce n'est pas le cas des femmes, mais les hommes, on est parfois atteints d'une maladie qui s'appelle donc d'être daltonien. Et du coup, là, on a beaucoup de problèmes au niveau des couleurs. Et c'est vrai que c'est valable que chez les hommes, ça n'arrive pas chez les femmes. Et là, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué de retrouver des couleurs. Donc alors, ce qui va être important, c'est aussi, lorsque l'on va incliner le verre comme ceci, on va voir qu'il y a une espèce de partie plus étroite, plus fine, vers l'avant du verre. Et du fait qu'il y ait un peu moins de quantité dans le verre, on se rend compte que la couleur n'est pas la même qu'au centre du vin. Vous voyez, une légère décoloration. Vous voyez qu'on va retrouver juste ici. On a une décoloration qui veut dire que le vin a légèrement évolué. Et là, en l'occurrence, sur celui-ci, on se rend compte qu'il y a aussi un tout petit peu de dépôt. Il y a des petits points. Donc ça veut dire qu'il y a une décoloration et que le vin n'a peut-être pas été filtré aussi et que la couleur est en train de se dépouiller dans le vin, ce qui fait qu'on a quelques éléments en suspension dans le verre. Donc ça, c'est un signe d'évolution, et en même temps que le vin a vieilli un peu et peut-être sans filtration. Alors, ça veut dire quoi s'il n'est pas filtré? Qu'on peut avoir des petits grains peut-être sur la langue. Donc il faut faire attention, quand on le sait, c'est pas négatif. Hein. C'est juste que le fait de ne pas filtrer un vin, on va garder plus de matière, plus de fruits. Vous avez une question? Oui. Oui. Alors voilà, monsieur nous expliquer, parce qu'il n'y a pas de retour micro, donc je dis ce que vous avez dit. Donc vous avez vu une carafe en fait, qui permettait d'aérer le vin et de lui donner 2 à 3 heures d'oxygénation supplémentaire. Oui, en fait, ça permet de le mettre sur les parois pour mieux l'oxygéner, exactement. Alors ça, c'est très simple, vous pouvez le faire la même chose dans votre verre en remuant ou en remuant la carafe aussi. Il ne faut pas avoir peur, des fois, il y a certains vins qui ont besoin de beaucoup d'oxygène, donc des fois, il ne faut pas avoir peur de les carafer un petit peu. Donc ça, il n'y a aucune crainte, vous pouvez faire. Alors là, vous allez voir les larmes, ce qu'on parlait tout à l'heure, les fameuses larmes, elles ont un comportement légèrement différent. Vous voyez, elles sont relativement fines, très longues à se former. Et on a l'impression qu'elles sont statiques, elles ne tombent pas. Alors on va regarder le faire tourner, et on va regarder le comportement des larmes. Vous voyez, elles commencent à descendre tout doucement. Et après, une fois qu'elles prennent de la vitesse, elles prennent de l'élan, là on les voit beaucoup plus se former. Donc avec ça, vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est meilleur? Est-ce qu'il est moins bon? Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est très difficile de juger par rapport à ça. Donc maintenant, on va passer au nez et on va juger donc de la qualité du vin. Déjà, la première des choses qu'on recherche quand on sent un vin, est-ce que j'aime ou j'aime pas? C'est la finalité. Donc déjà, on va le sentir. Donc là, il est très aromatique. Est-ce que vous aimez ou pas? Ah, vous trouvez qu'il a un problème? Et vous? Il est boisé. Il est, pardon? Très subtil. Alors on a 3 avis un peu différents. Alors on va l'oxygéner maintenant, peut-être que le vin a besoin d'un peu de temps aussi. Donc n'hésitez pas à l'oxygéner, on va voir.
Alors après, avec l'aération, c'est vrai qu'il a une odeur qui est plutôt sur les notions, on va dire, de torréfaction. On a une impression d'odeur de sésame grillé, ce qui est peu commun quand même dans un vin, alors que généralement, on a souvent des odeurs de fruits rouges. Là, on est plus déjà sur des odeurs d'évolution. On a l'impression qu'on a un vin qui a déjà quelques années, alors que pour autant, regardez, au niveau du millésime, on n'est que sur un millésime 2012. Mais nous sommes sur un cépage particulier, le cinsault, qui, lorsqu'il est récolté assez mûr, a tendance à s'oxyder un petit peu rapidement. Et du coup, on a ces arômes d'oxydation et pourquoi pas de torréfaction que l'on ressent dans le nez. Donc il y a un peu particulier qui peut dérouter pas mal. Donc maintenant, on va le goûter, puisque c'est vrai que même avec pas mal d'oxygénation, on reste toujours sur cette odeur très marquée de torréfaction, de grillé, voire de sésame. Et après, on n'arrive pas forcément à avoir beaucoup d'autres odeurs. Alors il faut savoir que dans les vins, il n'y a pas à chaque fois le même nombre d'odeurs. Les vins sont variables et parfois les vins se goûtent bien certains jours, se goûtent moins bien d'autres jours. Donc il ne faut pas non plus tirer une conclusion trop hâtive sur la qualité d'un vin, parce que comme tout produit, ils sont vivants et il y a des évolutions possibles. Alors on va le goûter maintenant. Alors gustativement, on est sur un vin rouge, certes, mais comment vous le trouvez au niveau du comportement? Est-ce que c'est un vin puissant, un vin léger, un vin moyennement corsé? Léger, madame? Puissant mais jeune. Et pour vous? Moyen à puissant, d'accord. Alors, quand on juge justement de la puissance d'un vin, pour vous, qu'est-ce qui vous gêne? Qu'est-ce que vous trouvez puissant? L'alcool ou les tanins? C'est-à-dire le côté râpeux sur la langue qu'apportent les tanins. Vous, c'est les tanins qui vous font parler de puissance. Et vous, monsieur? Au niveau de son parfum, de son ensemble, quelque part. Tout. D'accord. Donc ça veut dire qu'au niveau de son comportement, il est agréable, voilà, et après il est corsé en bouche. Alors pourquoi? Parce que le vin est composé de différents éléments, comme on l'a vu tout à l'heure sur le vin blanc, sauf que sur ces vins rouges, vous allez rajouter une chose primordiale qui sont les tanins. C'est ce caractère un tout petit peu râpeux qui va donner un relief sur la langue. Donc du coup, là, on a une acidité qui est assez marquée quand même. On a pas mal de générosité apportée par l'alcool. Et après, derrière, on a des tanins qui sont présents, mais pas excessifs. On a beaucoup de rondeur, beaucoup de finesse quand même dans le vin. Alors ça reste un vin, comme tous les cinsaults, généralement, ce sont des vins quand ils sont en monocépage, ça veut dire quand il n'y a une seule variété de raisin dans la bouteille, on appelle ça un monocépage. Les cinsaults, quand ils sont tout seuls, ils sont plutôt ronds, plutôt faciles, avec ce caractère comme ça un petit peu d'évolution. Ils ne sont pas très puissants en tanin, même s'ils ont un peu de corps, un peu de caractère. Par contre, si on ajoute d'autres cépages, comme la Syrah, comme le Carignan ou autre, on va leur apporter plus de force, plus de structure. Ça va faire des vins qui seront plus adaptés à des mets beaucoup plus sérieux, beaucoup plus mijotés quasiment, alors que là, on peut quasiment le boire à l'apéritif ou sur un mets relativement simple. Moi, ce qui me vient tout de suite à l'idée, ça serait plutôt une volaille rôtie. C'est un peu l'idée que j'avais. Je ne sais pas quelles étaient vos idées au niveau des plats. Un rôti de veau aussi. Une viande blanche. Non? Aucune idée? Mais c'est vrai que là-dessus, on est plutôt sur un vin relativement tendre. Alors ça, c'est le propre justement de ce type de cépage. On va goûter maintenant un vin issu d'un assemblage. Donc là, on était donc dans l'Aude, avec donc ce domaine, le Dogard, cuvée Les Brunelles 2012, pur cinsault. Et là, maintenant, nous allons poursuivre avec un vin produit dans le Gard, le Mas de la Barbenne, en millésime 2010. Donc le vin est un tout petit peu plus vieux, 2 ans de plus. Et là, on va être sur un assemblage à dominante de Grenache, 80%, et avec 20% de Syrah. Donc là, je veux qu'on vous le sert tout de suite. Vous allez voir que la couleur n'est pas tout à fait la même. Une couleur légèrement plus corsée, plus intense, un peu plus sombre. Donc on va parler d'intensité de couleur. Donc là, vous voyez la couleur légèrement plus prononcée. Pourquoi? Parce que le Grenache est aussi un cépage qui n'a pas forcément une couleur très sombre. Contrairement à la Syrah qui, elle, est très colorée, mais là, en l'occurrence, il n'y a que 20%. Donc 20%, c'est un seuil de perception, mais ce n'est pas non plus de quoi très colorer énormément le vin quand vous rajoutez 20% de Syrah dans un cépage moyennement coloré comme le Grenache. Alors, en même temps, la coloration aussi va dépendre du rendement à l'hectare. C'est-à-dire que si on a très peu de raisins sur une parcelle, forcément, il y aura peut-être un peu plus de peau, d'épaisseur, et du coup, on aura un petit peu plus de matière colorante.
Si les raisins sont plantés de manière très resserrée, donc chaque pied de vigne est très resserré, les raisins seront beaucoup plus petits, donc il y aura plus de peau et moins de jus. Donc on aura plus de couleur. Et après, ce qui va jouer aussi, c'est le temps de coloration, puisque plus vous allez macérer les peaux avec le jus, donc qui va devenir au fur et à mesure du sucre qui se transforme en alcool, on va aider à la coloration, et plus on le laisse longtemps, plus on va colorer, bien sûr jusqu'au stade maximum où après on n'extrait plus, puisqu'au bout d'un moment, il n'y a plus de couleur à extraire. Donc là, on a une couleur qui est plutôt de moyenne intensité, on est sur un grenat, mais vous regarderez tout au bord du disque, donc tout au bord du vin, en périphérie, on voit qu'il y a un tout petit peu d'évolution. On commence à avoir un petit peu d'orangé. Et ça, donc, c'est lié à un léger vieillissement, et en l'occurrence, on est sur un vin qui maintenant a 4 ans. Donc forcément, on commence à avoir une couleur d'évolution. Si le vin avait été très jeune, au lieu d'avoir cette note légèrement brune ici, on aurait une notion de bleuté dans la couleur, sur le bord. Là, vous voyez que ça évolue un peu. Et quand ça a à peu près 1 an ou 2 ans, on est plutôt sur des couleurs roses, c'est-à-dire que ça décolore légèrement, mais ça ne prend pas encore la couleur brune. Alors l'arôme, maintenant, on va y venir. Donc vous me disiez, l'arôme est meilleur. Donc vous préférez ce type d'odeur. Après, c'est une question personnelle, bien sûr. Alors on va l'aérer un petit peu pour voir ce que ça donne. C'est vrai que le nez est un peu plus charmeur parce que plus complexe. On sent beaucoup de choses au premier nez. Et lorsqu'on aère, là vraiment, on a une complexité aromatique très intéressante. On a des notions à la fois de fruits noirs, de fruits confits, de fruits un peu à l'alcool aussi, de fruits un peu macérés, mais aussi des épices. On a l'impression de douceur dans les épices. Des notions de garrigue, des notions de schiste aussi. Vous savez, ce côté de pierre chaude un peu, que l'on ressent parfois quand on va dans les vignes, où notamment il y a cette accumulation de chaleur et cette puissance apportée par la pierre. Donc ça, c'est assez classique. Souvent, Grenache Syrah, ça donne un peu cette particularité. Alors, on va le déguster, voir comment il se comporte. Alors, on est certes sur un vin qui a de la structure, mais au début, il est très velouté. Par la suite, on sent une pointe de fraîcheur, quelque chose qui réveille un peu le palais. Après, on a des tanins, mais qui ne sont pas très excessifs. Au contraire, sur le palais, il ne laisse pas une sensation de rugosité très marquée. Au contraire, on a quelque chose qui est plutôt élégant, plutôt soyeux, plutôt fin. Pourquoi? Parce qu'on est sur des très belles maturités de raisin, et du coup, on n'a pas de verdeur liée à un manque de maturité du raisin. Et du coup, vu que c'est bien mûr, on a de la rondeur, et ça va donner à un vin ce qu'on appelle l'équilibre. C'est-à-dire que là, il n'y a rien qui ne dérange lorsque c'est en bouche. On a quelque chose de très rond, de très velouté. C'est un vin qu'on a envie de boire tel qu'il est, sans pour autant réfléchir à des plats, mais déjà, il est très agréable comme ça par lui-même. Après, au niveau des plats, moi, à titre personnel, je verrais bien des préparations plutôt cuites un petit peu longtemps, des plats un peu mijotés. Je ne sais pas vous, quels seraient vos choix, par exemple, en matière de plats? Pardon, un pot-au-feu? Oui, pourquoi pas? Parce qu'on peut aller sur un vin blanc très corsé ou un vin rouge assez tendre, avec un pot-au-feu, pourquoi pas? Madame? Une viande grillée. Ben souvent, vous savez, ce qui permet vraiment au vin de s'exprimer le mieux, c'est les mets les plus simples. Juste une viande rôtie, une viande grillée, ça suffit amplement. Et c'est vrai que ce caractère très aromatique, il n'a pas besoin d'avoir d'artifice pour le mettre en valeur. Très simple. Et pour vous? Un gigot d'agneau? C'est vrai qu'il y a un caractère un peu épice, un peu laurier qu'on peut ressentir parfois. Quand on a des préparations souvent à base d'agneau, on a tendance à mettre du thym, du laurier, et ça peut rappeler la gamme aromatique. Et ça a le côté velouté aussi qu'on a lorsqu'on fait une cuisson lente, et notamment par exemple d'agneau, où on a ce caractère un peu puissant, mais attendri par la cuisson aussi. Donc vous voyez, rien à voir au niveau des vins. Alors vous avez pu voir aussi au niveau des températures, on fait attention de ne pas les servir trop chauds, surtout les vins de notre région. Si on les sert au-delà de 18 degrés, c'est brûlant. Donc il faut les servir entre 14 et 18 degrés, ça dépend si c'est un vin tendre, plutôt 14-16 degrés, si c'est un vin plus corsé, 16-18 degrés. Mais jamais au-delà, et servir à température ambiante, ça c'est vraiment une erreur à éviter. Alors la cave à vin, normalement, elle est à peu près à 11-12 degrés, une cave à vin normale. Oui, normalement on les règle. Alors on peut la régler comme on veut, la cave à vin. Oui, il vaut mieux la régler à 12 en tant que vieillissement, c'est mieux parce que c'est la température de vieillissement optimum. Après, vous pouvez varier entre l'hiver et l'été, faire une variation de 1 à 2 degrés, pour lui donner comme ça une impression qu'elle change de saison. Alors, on va goûter le dernier vin. Et là, donc, on va maintenant quitter donc, le département du Gard pour nous rendre donc, dans les Pyrénées-Orientales. Donc ici, avec la cuvée Providence, domaine Serre-Romani. Et là, on va être sur une très forte dominante donc, de Grenache. On est donc sur un millésime 2013, en côte catalane, que voici.
Et là, donc, pur grenache, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un cépage qui n'a pas forcément une très forte coloration. Mais attention, là, il est très jeune. Donc, on n'aura pas les mêmes notions d'évolution au niveau de la couleur. C'était le cépage majoritaire du vin précédent. Et regardez la différence de couleur. On est à peu près sur la même base de couleur. Mais tout ce qui va être en périphérie, donc ici, sur le bord du disque, on voit qu'on est plutôt sur des connotations légèrement violettes, bleutées, liées à la jeunesse. Alors que tout à l'heure, c'était plutôt brun, lié à de l'évolution. Donc c'est comme ça qu'on se rend compte si un vin est jeune ou pas, si on vient à vous le servir à l'aveugle, par exemple. Alors là aussi, une petite chose, on voit que les larmes sont légèrement plus colorées que ce qu'on avait tout à l'heure. On voit une petite coloration dans les larmes. Parce que les larmes sont parfois transparentes, parfois colorées, suivant le type de cépage. Alors on va profiter bien sûr du nez. Alors c'est assez marqué quand même, c'est un nez assez puissant. Ça vous évoque quoi comme arôme? On va l'oxygéner un petit peu, l'aérer. Ça évoque quel type de parfum? Des fruits? Des fleurs? Non? Rien? Messieurs, dames, des fruits, des fleurs? Du bois de rose. Oui, c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu odeur de ronce, un peu quasiment cette odeur végétale. Ou lorsqu'on marche sur des ronces, cette odeur un peu piquante que ça révèle quand on craque, on va dire, des ronces. Alors c'est vrai, ça a ce côté un peu végétal, peut-être, parce que le vin est jeune, mais ça va évoluer. Après, on a beaucoup de fruits noirs, des fruits un peu surmûris même, sans aucun problème. Alors, on voit qu'il y a une diversité. On va goûter ensuite et voir comment il se comporte ensuite en bouche. Alors la différence fondamentale que l'on a par rapport au vin précédent, c'est que là on est sur un vin bien plus jeune et que du coup on va avoir plus d'acidité. On ressent, vous voyez, c'est plus acide en bouche. Et surtout il y a un petit peu plus d'amer. Parce qu'aussi il y a une jeunesse quand même. Pourquoi? Parce que ce vigneron a voulu chercher à garder un peu de jeunesse et d'amertume. Parce que l'amertume va donner un peu de volume en bouche. Si vous n'avez que de l'alcool et de l'acidité, le vin va paraître un peu décharné. Alors que si on cherche un petit peu d'amertume ou un petit peu de tanin, ça va apporter du volume. Et comme les grenaches ne sont pas forcément des cépages très tanniques, pour compenser, on va chercher à avoir un tout petit peu d'amer qui va donner au contraire de la puissance et une impression de gonfler en bouche et de bien remplir la bouche. Ça, c'est un peu la particularité qu'on a sur ce type de vin, donc ce qu'il a voulu mettre en avant. Alors c'est vrai que là, il est encore un peu jeune. On a moins envie de le boire à l'apéritif tel que, mais par contre, quand on a un vin qu'il ait des qualités ou des défauts, on va chercher au niveau des vins et au niveau des plats derrière à trouver une alliance. C'est-à-dire que des petits défauts, même minimes, on va pouvoir les corriger par une préparation. Alors là, instinctivement, quel serait le plat qui vous viendrait à l'idée pour servir avec ça? Une grillade de viande plutôt. Grillade de viande rouge. Et pour vous? Fromage. Alors quel type de fromage? Un fromage fort. Pourquoi pas? Parce qu'il y a quand même pas mal de puissance. Mais attention, les fromages, comme c'est très gras, souvent les bons accords se font souvent avec les vins blancs, voire des vins doux. Mais avec les vins rouges, c'est un peu plus compliqué, hormis certains fromages assez rares, comme par exemple le Saint-Nectaire ou autres, qui ont pas mal de caractère et un peu d'amertume. Le Comté fonctionne très bien avec des vins blancs, d'une légère oxydation, un tout petit peu évoluée. Mais en fait, ce qu'on peut voir, c'est que cette petite note d'amertume, on va pouvoir soit la casser par une préparation un peu douce, par exemple une sauce bien épaisse, quelque chose de mijoté qui a réduit un petit peu, ou alors par une préparation. Si on fait par exemple une viande rouge grillée, on va pouvoir chercher un peu d'amertume avec pourquoi pas un petit peu de poivron confit, une petite piperade, une ratatouille. On va chercher des choses comme ça pour apporter un lien entre le vin et le plat. Et ça, c'est un peu la finalité qu'on a à chaque fois, parce qu'il n'y a pas, on va dire, de vin parfait. Il n'y a qu'un vin qui va être bien ou mal adapté à un plaisir, à un moment, à une situation, à une envie, tout simplement. Un vin, c'est avant tout un moment de plaisir et ça doit se partager autour d'un bon plat. Donc là, on a vu, vous voyez, différents cépages, différentes appellations de notre région sur les 4 départements. Je pense que Jean-François va nous rejoindre pour terminer la dégustation et en profiter avant de conclure. Et je ne sais pas si vous aviez peut-être des questions concernant cette dégustation, les vins, si vous avez des choses que vous avez plutôt préférées, d'autres un peu moins. Ça a été, ça vous a plu? Et madame, une préférence peut-être? Le troisième, donc c'est-à-dire celui-ci, le Mas de la Barben, qui a été votre préférence. Monsieur, votre préféré? Le Picpoul de Pinet, donc Croix Gratio, qui a été votre préféré. Et mademoiselle? Le blanc et le troisième, donc qui ont recueilli plus de suffrages. Après, cela dit, si vous avez servi une préparation avec l'un ou l'autre, ça aurait complètement changé la situation et votre verdict aurait été peut-être différent. Donc il faut vraiment tenir compte de ça. C'est qu'au-delà de la dégustation apéritive, lorsqu'on sélectionne nos vins, souvent, c'est bien sûr sans manger.
Donc on a juste une dégustation sans rien. Là, en l'occurrence, il faut penser que ce vin-là que vous êtes en train de déguster, vous allez le servir après à table et que forcément, vous n'aurez pas les mêmes accords. Donc tenez aussi compte de ça. Et c'est la préparation qui va vous guider dans le choix des vins. Et bien sûr, les vins sud de France, c'est la diversité, n'est-ce pas? Les cépages, les terroirs. Et c'est la grande chance que nous avons dans la région. Et la grande chance, c'est de vous avoir aussi, parce que quel connaisseur. Est-ce que vous avez apprécié cet atelier? Super. Super, hein, c'était sympa. Hein. Merci. Semblerait. Hein. Et vous, madame? On a appris énormément de choses. Vous êtes amatrice de vin? Pas vraiment, mais ça m'aide à découvrir le vin, effectivement. N'ayez pas peur du micro. Et Clémence, comment ça s'est passé cette dégustation? Il explique très bien. Il explique très bien, hein. C'est un bon pédagogue, comme on dit ici. Hein. En tout cas, merci une nouvelle fois, Dominique. Demain, est-ce que vous avez parlé des vins de demain? Ah non, pas encore, Ou justement. on le fait tout de suite? On le fait tout de suite, pourquoi Allez, pas? 18h, la petite leçon d'œnologie. On va montrer ce qu'on aura demain. On va écarter ce qu'on a fait aujourd'hui. On va présenter ce que vous allez présenter demain, c'est le cas de le dire. Rapidement, demain, on ira dans le Gard donc avec la Gravette, ici sur un Languedoc. On ira dans les Côtes du Roussillon avec un pur Mourvèdre. On ira dans la région de Faugères, notamment, et dans les Corbières. Et dans les Corbières, c'est la petite leçon d'œnologie. Vous le savez, on est tous les jours en direct depuis la foire de Montpellier. Dès quelle heure le matin? Tiens, est-ce que vous savez ça? 10h. Le premier rendez-vous. Ah oui, le stand est ouvert un petit peu Le avant. stand à 10h, voilà. Mais le premier direct, c'est 11h. Avec 11h, c'est le MAG. Merci, bonsoir. Merci aussi à toutes les équipes techniques. Travail remarquable. À demain. À demain. C'est chaud là.